Bonjour à tous et merci pour votre présence. Alors, avant toute chose, quelques petites modalités pratiques avant de commencer dans le vif du sujet. Simplement pour vous signaler que la présentation que vous allez voir à l'écran, elle peut être téléchargée sur le côté droit de votre écran sous Handouts. Après le webinaire, vous recevrez tous un certificat de participation qui vous sera envoyé par le logiciel GoToWebinar. Et enfin, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser via le chat et on vous répondra si on a le temps à la fin de la présentation ou dans tous les cas par email. Ensuite, on vous reviendra avec une réponse à chacune de vos questions. Alors, je commence ce webinaire avec le programme. Donc, vous voyez aujourd'hui que le thème sera la circularité dans la conception d'un projet immobilier. J'insiste brièvement là-dessus. La conception, nous sommes avocats, nous sommes juristes. La conception, finalement, par rapport à la construction et à l'utilisation d'un immeuble, c'est ce qui concerne le moins les avocats et les juristes. Donc ici, on va vraiment passer en revue des concepts, etc. Mais ce sera le webinaire qui sera le moins axé sur les questions juridiques, puisque la conception, ça concerne finalement plus les architectes, les bureaux d'études, etc. Je vais, pour ce premier webinaire, très brièvement passer en revue le plan de la présentation. Les 4 premiers points vous seront présentés par Maïti Nguyen, qui est ici à côté de moi, qui sont des points un peu plus introductifs finalement. On va vous parler de la notion d'économie circulaire, quels sont les objectifs de l'économie circulaire, quel est le cadre stratégique existant, on parlera plus tard du cadre juridique à proprement parler, et pourquoi le secteur de la construction finalement est un secteur clé, occupe une place importante en matière d'économie circulaire. Ensuite, le point 5, je prendrai la parole pour vous parler, vous exposer les concepts clés de la circularité. Ensuite, vous expliquer comment finalement intégrer ces concepts clés pour concevoir un projet immobilier circulaire. Et enfin, la partie peut-être la plus juridique de cet exposé, comment favoriser par des outils et des instruments les projets immobiliers circulaires. Et je vais passer la parole à Maïti pour la première section. Merci Sean. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous remercier aussi pour votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui. Pour ma part, je vais commencer par un cadre introductif qui est plus théorique mais qui n'est pas moins essentiel pour comprendre et aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui et pour la semaine prochaine. Tout d'abord, qu'est-ce que l'économie circulaire? Qu'est-ce que cette notion englobe finalement? En fait, on peut retrouver des définitions de l'économie circulaire un peu partout, à travers différents documents de travail, à travers les plans d'action qui sont mis en œuvre. Ici, nous, on a retenu 2 définitions, une définition de la Commission européenne et une du Parlement européen. Et selon la définition de la Commission européenne, l'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle la valeur des produits, des matières et des ressources est maintenue dans l'économie aussi longtemps que possible et dans laquelle la production de déchets est réduite au minimum. Alors, la définition du Parlement européen est un petit peu plus complète car elle offre déjà quelques moyens pour conserver la valeur du cycle de vie des matériaux aussi longtemps possible que dans l'économie. Et on parle de réutilisation, de réparation, de rénovation, de recyclage des produits. Et aussi, la définition introduit la notion de cycle de vie des produits. Et Sean reviendra sur ces notions un peu plus tard dans la présentation. Mais donc, malgré qu'il existe différentes définitions de ce qu'est l'économie circulaire, on retrouve quand même différents éléments constitutifs communs dans ces définitions-là. Il y a une dimension qui est d'une part temporelle. L'économie circulaire, finalement, c'est maintenir la valeur des ressources et des produits dans l'économie aussi longtemps que possible et étendre, à l'inverse d'éteindre, le cycle de vie des produits. Il y a aussi une dimension qui est matérielle et qui est double. D'une part, c'est réduire l'utilisation des matières premières et d'autre part, réduire la production des déchets.
Et au final, quand on aborde la notion d'économie circulaire, ce modèle d'économie circulaire, on l'entend souvent en opposition avec le modèle de l'économie qui est linéaire. Dans le modèle linéaire, finalement, on va suivre le processus suivant qui est extraire, fabriquer, consommer et puis jeter. C'est-à-dire qu'on va extraire des matières premières pour fabriquer un produit, les distribuer, les consommer et puis directement les jeter après leur usage. Et ce modèle, qui est le modèle majoritaire qu'on connaît aujourd'hui, pose évidemment problème parce que ça implique un épuisement accéléré des ressources naturelles que connaît la planète, mais aussi ça implique une destruction des écosystèmes et une augmentation des pollutions de l'air, de l'eau, de la terre, du sol. Et donc, il a été urgent de se dire, OK, il faut qu'on trouve des alternatives à ce modèle. Et donc, en réaction, on a le modèle circulaire qui intervient. Et là, il s'agit de créer des produits grâce aux matières premières secondaires. Donc, en fait, les produits sont utilisés, mais aussi réutilisés et recyclés. Et le principe, c'est en fait qu'on va réduire l'élimination à son maximum parce que la réutilisation va être valorisée aussi à son maximum. Et donc, le modèle circulaire, en fait, c'est une nouvelle approche qui va offrir de nombreux avantages et qui va permettre d'atteindre finalement de nombreux objectifs. Et quels sont ces objectifs? Elles sont triples. Premièrement et principalement, c'est protéger l'environnement, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité. L'idée, en fait, c'est de consommer des ressources naturelles renouvelables, voire non renouvelables, mais tout en respectant les limites que connaît la planète. Le deuxième objectif de l'économie circulaire, c'est stimuler la compétitivité de l'économie européenne, belge et wallonne. C'est-à-dire, on va réduire la dépendance aux matières premières, on va tenter de protéger les entreprises contre la rareté des ressources, la volatilité des prix et créer de nouveaux marchés. En fait, l'économie circulaire, c'est une réelle source d'innovation pour les entreprises. Donc, il faut voir ça comme une opportunité pour produire différemment, pour proposer des services qui sont variés. C'est aussi penser en termes d'opportunités pour réutiliser les ressources différemment, pour favoriser le recours à des ressources qui sont renouvelables, pour également consommer moins ou éviter en tout cas la perte et le gaspillage et finalement gagner en rentabilité. Et enfin, le troisième objectif de l'économie circulaire, qui est plus d'ordre social, c'est améliorer l'intégration et la cohésion sociale. Finalement, mettre en œuvre une stratégie d'économie circulaire, c'est aussi saisir des opportunités, de nouvelles activités à, haut potentiel d'emploi. Et ces emplois-là, généralement, les emplois qui sont créés par l'économie circulaire seront généralement ou en grande partie non délocalisables. Pourquoi? Parce que ces emplois-là seront basés sur des offres ou en tout cas des collaborations, une coopération et des échanges qui sont principalement d'ordre territorial et local. Donc, on retrouve une dimension qui est à la fois écologique, économique et sociale, et ces dimensions-là se recoupent. Il ne faut pas voir l'économie circulaire uniquement comme une mode, il y a une réelle opportunité économique à saisir. Maintenant, j'en viens au point 3, qui est le cadre stratégique. Alors, aussi bien au niveau international, européen que belge, différents plans d'action, différents accords ont été adoptés, mis en œuvre. Tout d'abord, au niveau international, nous avons l'accord de Paris. Ensuite, au niveau européen, nous avons le Green Deal européen, le pacte vert européen, et également le nouveau plan d'action pour une économie circulaire qui a été adopté par la Commission européenne.
Et puis alors au niveau national, on a du côté fédéral un plan d'action. Et également, ici aujourd'hui, c'est le sujet qui nous occupe, pour la Wallonie, on a également une stratégie qui a été adoptée, une stratégie de déploiement de l'économie circulaire. Alors, l'accord de Paris, adopté en 2015, c'est le premier accord universel, donc qui implique toutes les nations, qui est juridiquement contraignant en matière de lutte contre le changement climatique. Il a été adopté au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'objectif principal en fait de cet accord, c'est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et aussi de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Aussi, en fait, au titre de l'accord de Paris, les pays, enfin les nations ont dû adopter au niveau national différentes mesures et ont dû communiquer ces mesures-là pour, d'une part, réduire en fait leurs émissions de gaz à effet de serre et d'autre part aussi communiquer les mesures qu'elles vont adopter pour s'adapter aux effets de la hausse des températures. Alors, le Green Deal européen, qui a été adopté en 2019, fait suite à l'accord de Paris. Ce pacte vert européen a été présenté par la Commission européenne et a différents objectifs. En fait, c'est un ensemble de mesures qui visent à faire de l'Europe un continent qui soit climatiquement neutre d'ici 2050. Et donc, ce pacte vert pour l'Europe vise à transformer l'Union européenne en une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, et qui garantit, comme on l'a vu précédemment dans les différents objectifs qu'on a expliqués, d'une part, la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ça c'est plus la dimension écologique. D'autre part, une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources, ça c'est davantage la dimension économique. Et enfin, que personne ne soit laissé de côté. Et là, on se recoupe à la dimension sociale. Alors, toujours par la Commission européenne, on a un nouveau plan d'action pour une économie circulaire qui a été publié en 2020. Et en fait, dans ce nouveau plan d'action pour une économie circulaire, la Commission européenne va admettre que la circularité, c'est une condition préalable à la neutralité climatique. Et donc, finalement, il sera nécessaire d'accroître les synergies entre, d'une part, la circularité et d'autre part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour parvenir justement à cette neutralité climatique d'ici 2050. Et en fait, pourquoi ce nouveau plan d'action? En fait, la Commission européenne s'est basée sur les différentes mesures qui ont été déjà mises en place depuis 2015 pour envisager un plan et mettre en œuvre un cadre pour une politique de produits qui soit plus durable, pour envisager des mesures en relation avec la conception des produits, la responsabilisation des consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics, une plus grande circularité aussi dans le mode de processus de production. Et donc, on va aussi, sur ce plan d'action, on va connaître une déclinaison aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional, donc ici au niveau wallon. Et puis, on verra tantôt avec Sean et aussi dans les autres séminaires comment cela se traduit concrètement, comment les mesures se traduisent concrètement sur le terrain au niveau wallon notamment. Alors, au niveau fédéral, nous avons le plan d'action fédéral pour une économie circulaire qui voit finalement l'économie circulaire comme un défi, mais aussi une opportunité qui vise, et comme on l'a déjà dit, à stimuler la compétitivité et la création d'emplois, lutter contre le changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité et réduire notre dépendance vis-à-vis des ressources. Et à nouveau, on retrouve les trois dimensions d'ordre écologique, économique et social.
Alors, ce plan fédéral va reprendre des propositions de mesures qui relèvent des compétences fédérales dans des domaines tels que les normes de produits, la protection des consommateurs, les marchés publics, l'emploi, la fiscalité aussi. Et il faut comprendre que c'est un plan qui doit se voir comme complémentaire à ce qui existe au niveau régional en termes d'économie circulaire. Et donc, ici, au niveau wallon, le gouvernement wallon a adopté en 2021 sa première stratégie de déploiement de l'économie circulaire. C'est une stratégie qui a été développée en concertation avec les administrations, les citoyens, les fédérations sectorielles, le secteur associatif aussi. Et cette stratégie a principalement pour but de permettre à la Wallonie de gagner en prospérité tout en investissant dans l'économie circulaire. Et donc, Circular Wallonia, qui est le nom de cette stratégie, a défini aussi certaines priorités d'action qui concernent directement les entreprises wallonnes. Voilà. À titre d'exemple, une des priorités, ce serait par exemple de faciliter la transition des entreprises à l'économie circulaire en mettant en avant les outils qui existent déjà au niveau wallon en termes d'accompagnement, de financement, de soutien aussi. C'est aussi, par exemple, au niveau international et européen, mettre en avant, valoriser les biens et les services circulaires wallons. Et puis, Circular Wallonia a aussi sélectionné certains secteurs dits prioritaires qui sont porteurs en fait pour l'économie circulaire, dont le secteur de la construction et des bâtiments fait partie. Et ces secteurs prioritaires, ils ont été sélectionnés notamment sur base de l'impact, du grand impact à la fois économique et social, ou en tout cas leur potentiel au niveau de l'économie circulaire. Et plus particulièrement, certains secteurs sont prioritaires car on va en prendre en compte en fait les particularités de leurs produits ou de leur chaîne de valeur, leur empreinte environnementale et leur dépendance à l'égard de matières premières. Et donc, il est clair que le secteur de la construction est un secteur prioritaire pour plusieurs raisons. C'est un secteur déjà qui utilise énormément de matières premières. Les bâtiments et les infrastructures ont tout au long de leur vie un impact environnemental qui est indéniable. Ces bâtiments-là, ces infrastructures doivent être chauffés, il faut les éclairer, on y utilise de l'eau. Donc, en fait, c'est indispensable de promouvoir des améliorations en matière de conception qui permettent à ces bâtiments, à ces infrastructures, ou en tout cas durant leur construction, de réduire l'incidence sur l'environnement. Et puis, c'est un secteur finalement qui produit beaucoup de déchets, non seulement au moment où on va construire le bâtiment, mais aussi au moment où on va détruire le bâtiment. Voilà, je vais céder la parole à Sean, qui va vous expliquer le point 5 à 7 de notre présentation, qui concerne les concepts clés de la circularité, comment finalement concevoir un projet immobilier qui soit circulaire, et enfin, comment favoriser les projets immobiliers circulaires. Merci beaucoup. Donc, en effet, je vais maintenant vous entretenir un peu sur les concepts clés. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, les concepts clés de la circularité. Ces concepts, j'en ai sélectionné 5 qui pour moi sont les principaux. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais en tout cas, c'est vraiment les concepts clés ici. La réparation et la maintenance, on sait tous ce que ça veut dire, je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus. La réutilisation ou réemploi, ça c'est un concept vraiment très important. Le recyclage, très important aussi, mais évidemment moins novateur. On parle de recyclage depuis très longtemps, alors que c'est assez récent qu'on parle de réemploi. La réversibilité, qui est pour moi le concept, un des concepts les plus importants. Et enfin, le cycle de vie, qui est également très important. Alors, réparation et maintenance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des définitions assez communes, assez courantes. La réparation, c'est la remise en état
en bon état d'une construction qui n'est plus en bon état, ou c'est la remise en état de marche d'un mécanisme ou d'un dispositif. La maintenance, c'est l'ensemble des opérations permettant de maintenir en état de fonctionnement un matériel. Un exemple très simple de réparation ou de maintenance, c'est en matière de bâtiment, en matière de construction, les ascenseurs. Vous prenez un ascenseur, meilleure est la maintenance, plus longtemps vous allez le maintenir en bon état de fonctionnement sans devoir le réparer. Et donc sans devoir apporter des pièces de rechange qui consomment de l'énergie, qui ont une empreinte environnementale. Si la maintenance est un peu défaillante, il va falloir réparer plus souvent votre ascenseur. Réparer, donc amener des pièces de rechange et ça implique un certain coût environnemental. Par contre, si vous ne réparez pas l'ascenseur ou si vous concevez un ascenseur qui n'est tout simplement pas facilement réparable, vous allez devoir le remplacer au bout d'une certaine période. Et le remplacement d'un ascenseur, évidemment, a un coût environnemental bien plus important que la simple réparation ou que la simple maintenance. Et donc le but de la réparation et de la maintenance, mais surtout le but de concevoir du matériel qui est facilement réparable ou facilement entretenable, eh bien, c'est de prolonger la durée de vie de ces appareils pour éviter de devoir les remplacer trop vite. Deuxième concept, le réemploi, réutilisation. Alors, petite précision terminologique, et j'y reviendrai un peu plus tard, dans la législation sur les déchets, en réalité, où on retrouve ces termes-là, on parle de réemploi à Bruxelles. C'est le terme qui est utilisé par la directive européenne sur les déchets. Par contre, alors même que la version française de la directive européenne sur les déchets parlait de réemploi, en Wallonie, dans le décret sur les déchets, on parle de réutilisation pour désigner cette même réalité. Et le décret sur les déchets, le décret wallon sur les déchets, c'est une définition parmi d'autres, hein, mais il fallait bien en prendre une, va définir le terme réutilisation, qui, de nouveau, dans ce contexte, est synonyme de réemploi, comme toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc, on voit deux éléments constitutifs dans cette définition. Le premier, il faut que le produit ou le composant ne soit pas un déchet. Ensuite, il faut qu'il soit réutilisé de nouveau pour un usage identique. Alors, le réemploi, il y en a différents types, disons 3 voire 4. Le premier type, finalement, qui n'en est peut-être pas un, c'est le maintien de l'existant. C'est finalement la solution la plus idéale en termes de réemploi, c'est de maintenir ce qui existe déjà. Le coût environnemental est quasi nul. Le deuxième type, c'est le réemploi in-in. On rénove un bâtiment, on se rend compte que certains éléments, on veut les conserver, donc on les met soigneusement de côté plutôt que de les jeter dans une benne à ordures. On les met soigneusement de côté, on procède à la rénovation du bâtiment, et une fois que le bâtiment est rénové, on les replace à l'intérieur du bâtiment. Le réemploi in-out, on rénove un bâtiment, on se rend compte que les éléments sont intéressants, sont encore en bon état, mais ils ne nous intéressent plus dans le cadre de ce projet. Alors on va quand même, plutôt que de les jeter, soigneusement les mettre de côté et aller les placer sur le marché du réemploi pour d'autres utilisations du même type, mais par d'autres acteurs. Et enfin, le réemploi de type out-in, c'est un peu l'inverse. Il y a un marché du réemploi qu'il faudra encore organiser, optimiser à l'avenir, hein, c'est un des enjeux. Il y a un marché du réemploi. Sur ce marché du réemploi, il y a des équipements en très bon état qui peuvent encore être utilisés. Eh bien, quand j'ai un projet de construction, pour réduire mon empreinte environnementale, plutôt que d'aller acheter du neuf, qui devra nécessiter l'extraction de matières premières et de la construction, de la fabrication, je vais directement aller me servir sur le marché du réemploi. Alors, quelques illustrations. Vous l'aurez remarqué, on est basé à Bruxelles, donc ces derniers temps, j'ai eu plus l'occasion de me pencher sur des exemples bruxellois. Et donc, un exemple de matériaux, de réemploi de matériaux. Ici, vous avez à gauche la photo, le projet Brederode 2, qui a remporté le prix Bicircular en 2018, où, voilà, c'est un exemple parmi d'autres sur ce projet, ils ont tout simplement, de nouveau, plutôt que de jeter tous les sanitaires, ils les ont inventoriés, mis sur des palettes et conservés pour un emploi identique dans le futur. Un autre exemple, la photo de droite, vous avez le projet ZIN, qui est le réaménagement des anciennes tours
du World Trade Center dans le quartier nord à Bruxelles, où on a maintenu ce qui pouvait être maintenu, en l'occurrence les cages d'ascenseurs et d'escaliers, qui étaient la partie centrale des anciennes tours. Donc on a complètement mis à nu le bâtiment et on a maintenu cette structure qui a été réutilisée à l'identique sur le site. On n'y a pas touché. Alors, le troisième concept que j'aimerais définir, c'est le concept de recyclage. Le recyclage, de nouveau, j'ai pris la définition du décret wallon sur les déchets, c'est toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Ici, on a de nouveau deux éléments constitutifs. Premièrement, il vous faut un déchet et deuxièmement, ce déchet doit être retraité en produit. Il doit devenir un produit ou une matière secondaire. Par contre, la finalité, ça peut aussi bien être pour la fonction initiale ou à d'autres fins, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le terme recyclage implique une idée de modification structurelle de la matière, physique ou chimique. Et ici, je reviens un peu à mes précisions terminologiques. Précision terminologique, on aura compris, on oppose finalement le réemploi et le recyclage. Le réemploi, il faut que ce ne soit pas un déchet. Le recyclage, il faut que ce soit un déchet. Et j'ouvre vraiment une parenthèse ici, c'est un peu plus complexe peut-être. Dans le décret wallon sur les déchets, on va définir un déchet comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Et donc la définition en Wallonie de ce qu'est un déchet, ça dépend en réalité de l'intention ou de l'obligation qu'a le détenteur de cet objet de s'en défaire. Et donc, on voit qu'ici, il y a peut-être un petit vide terminologique, puisque qu'est-ce qu'on fait si un produit n'est pas un déchet, d'accord, parce que, ou plutôt, pardon, est un déchet parce que son détenteur veut s'en défaire, mais qu'il peut être réutilisé à l'identique. On n'est pas vraiment dans du recyclage, parce qu'on réutilise absolument à l'identique, mais par contre, on a bien un déchet au sens juridique du terme, puisqu'on veut s'en défaire. Et on voit que ce problème, il a été anticipé par exemple par le législateur français, puisque dans le Code français de l'environnement, réemploi et réutilisation ne sont pas des synonymes. Réemploi, c'est en réalité le fait de réutiliser à l'identique un produit qui n'est pas un déchet. Par contre, réutilisation, c'est la réutilisation à l'identique d'un produit qui est un déchet. Et recyclage est un troisième concept qui est bien un déchet qu'on réutilise moyennant une modification structurelle. Et donc, il me semble, moi, que dans le droit wallon à l'heure actuelle, il serait intéressant de rajouter une notion, donc à côté de réutilisation et recyclage, rajouter une notion de réemploi, ou en d'autres termes, distinguer le réemploi et la réutilisation, comme l'a fait le législateur français. Je ferme la parenthèse et je passe au quatrième concept clé dont je voulais vous parler, qui est extrêmement important, la réversibilité. La réversibilité, c'est quoi? C'est une stratégie de conception ou de construction, mais ici on se concentre sur la phase de conception, stratégie de conception qui a pour ambition de faciliter les modifications d'un bâtiment. Donc, ce qu'on veut, c'est au moment de la conception, on pense déjà au moment où on va vouloir modifier le bâtiment. La réversibilité, elle comporte deux dimensions, une dimension spatiale et une dimension technique. Alors, la dimension spatiale, réversibilité spatiale, c'est la capacité d'un bâtiment à être adapté et transformé pour mieux répondre aux changements sociétaux ou tout simplement aux changements des besoins de l'utilisateur du bâtiment. Voilà. Donc, c'est spatial, c'est plus temporel en réalité. À l'avenir, on pourrait avoir un bâtiment entre les mains, on veut l'utiliser à d'autres fins. Si on n'a pas anticipé cette question, il se peut qu'on soit bloqué dans les possibilités d'utilisation qu'on va avoir pour notre bâtiment. Par contre, si on y a pensé, on va pouvoir plus facilement changer l'affectation de ce bâtiment. La dimension technique, donc réversibilité technique, c'est la capacité d'un bâtiment à être démonté. Donc, on parle de démantèlement ou de récupération de ce bâtiment, avec deux composantes importantes. Premièrement, en limitant la détérioration des matériaux et deuxièmement, en limitant le temps de démontage. Ça, c'est quelque chose de très important, en effet, parce que
on pourra toujours tout démonter. Par contre, si on n'a pas réfléchi suffisamment, démonter c'est possible, mais c'est très compliqué parce qu'on va soit avoir un risque de détérioration du matériau, ou bien même si on n'a pas ce risque, ça va prendre énormément de temps. Je prends un exemple, j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines de ça le projet U-Square, qui est un projet de rénovation, de réhabilitation plutôt des anciennes casernes d'Ixelles. Et il nous expliquait, c'est un projet public, donc forcément on a des possibilités qu'on n'a pas sur le marché privé. Il nous expliquait qu'ils avaient récupéré tous les carrelages un à un, qui étaient des très petits carreaux, et qu'il fallait ensuite aller gratter la colle carrelage par carrelage pour pouvoir les réutiliser ensuite. Ce type de réemploi, ce type de circularité, c'est très bien, c'est honorable, mais on ne peut pas proposer ça à l'économie parce que c'est simplement pas rentable. On ne peut pas se dire, voilà, la circularité, ça va être de passer 1 heure sur chaque carrelage pour pouvoir le réutiliser ensuite. Et donc, la réversibilité technique, c'est un concept très important. Il faut absolument penser que plus tard, on doit pouvoir réemployer le matériau, mais on doit pouvoir le réemployer sans l'abîmer, donc avec une même qualité, et surtout, ça ne doit pas prendre trop de temps de le réemployer. Un exemple de réversibilité spatiale, vous voyez ce projet qui a été dessiné par Archipelago, qui est le Mobility Hub à Malines, hein, du site V10. En quoi c'est de la réversibilité spatiale? Tout simplement parce qu'ils ont conçu ce parking en pensant que plus tard, ça pourrait devoir être réutilisé comme un logement ou comme un bureau. Et donc, ils ont joué notamment, il y a d'autres cas, d'autres exemples dans ce projet, mais notamment sur la hauteur, l'espace disponible en hauteur entre les différentes dalles de béton. Un parking, c'est des dalles superposées, tout est nu. Par contre, si on veut faire du bureau, et d'autant plus si on veut faire du logement ensuite, il va falloir placer des revêtements en haut sur le sol, et en haut sur le plafond, et en bas, et toute une série d'installations techniques. Et donc, on va perdre de la hauteur. Si on n'a pas prévu au moment de la conception de notre parking une hauteur suffisante entre les différents niveaux, eh bien, on ne pourra pas, on sera condamné à ce que ça reste un parking. On ne pourra pas, sans démolition, le réutiliser comme logement. Ici, ils ont prévu une hauteur suffisante, on pourra le réutiliser comme logement ou comme bureau si c'est nécessaire à l'avenir. Un exemple de réversibilité technique cette fois, alors ceci c'est aussi de la réversibilité spatiale, mais je trouvais que ça illustrait particulièrement bien le concept de réversibilité technique. Vous avez ici le Circular Retrofit Lab, qui est en fait un projet exemplaire. Hein. C'est un projet qui a été fait exprès pour démontrer le potentiel de la circularité. Et donc la photo, je trouvais, la photo qui est à l'écran, elle illustre assez bien cet exemple, ce concept de réversibilité technique, puisqu'on voit très bien ici les différents éléments de la structure du bâtiment. On voit qu'il y a une indépendance entre chaque élément et on se rend assez bien compte que le jour où on veut démonter tout ça, on peut assez facilement démonter à sa guise les éléments qu'on veut démonter tout en laissant en place le reste et qu'on n'abîmera pas les éléments pris isolément et que tout pourra être réutilisé ensuite. Alors, toujours sur la réversibilité, quelques concepts liés, hein, finalement, la démontabilité, qui est quasiment un synonyme ou plutôt une sous-catégorie de la réversibilité, hein, qui se définit comme la capacité d'un bâtiment à être démontable, à être adapté à la déconstruction. Le principe d'indépendance, qui est aussi très proche de cette notion de réversibilité technique, qui est le fait que des éléments les uns par rapport aux autres soient indépendants, ou plutôt que des fonctions soient indépendantes dans un même élément les unes par rapport aux autres. Prenez un mur, il faudra dissocier les fonctions porteuses, techniques, finition, etc. pour pouvoir les démonter toutes, travailler sur l'une sans endommager l'autre à l'avenir. Toujours des concepts liés, la construction modulaire. Alors vous avez des sociétés comme ça qui proposent des constructions en modules. Ici, c'est plus lié à la réversibilité spatiale. Vous avez, pour une habitation, besoin de superposer 4 volumes. Le jour où vous voulez une habitation un peu plus grande, vous pouvez rajouter un volume, venir superposer un module sur le côté. Et donc, ça, c'est un type de construction modulaire. Un autre type de construction modulaire, c'est plutôt un énorme volume avec un jeu de cloisons très facilement adaptable à l'intérieur qui peut
travailler sur les espaces et on peut moduler l'espace comme on l'entend. Et enfin, la conception en strates, qui est finalement une application du principe d'indépendance, qui consiste à superposer des éléments de construction en couches ou en strates fonctionnels séparés physiquement, toujours dans le but, le jour où on veut séparer, travailler sur une strate et pas sur une autre, tout démonter, avoir beaucoup plus facile à réutiliser, réemployer les matériaux qu'on a démontés. Le cinquième concept dont je vais vous parler, c'est le cycle de vie. Cycle de vie, c'est une notion absolument centrale en matière de circularité. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie? Finalement, c'est la vie d'un bâtiment. C'est la vie d'un bâtiment qu'on peut décomposer en autant de phases qu'on veut, mais on peut isoler 4 grandes phases finalement. Il y a une phase de production, donc vous voyez le schéma sur le côté, hein, production qui peut inclure l'extraction des matières premières, la fabrication des matériaux. La phase de construction qui va consister à acheminer tous ces matériaux sur le chantier et à mettre en œuvre, à construire le bâtiment. Une phase d'utilisation, souvent la plus longue, hein, en fonction de l'utilisation, ça peut être plusieurs décennies. Phase d'utilisation qui va aussi comporter des moments où il faut rénover ou réhabiliter le bâtiment. Et enfin, une phase de fin de vie qui est la démolition, la déconstruction, le démontage et enfin la filière qu'on choisit pour tous ces objets qu'on démonte ou démolit. Alors, vous voyez ici qu'il faut, dans chaque phase, finalement, distinguer des sous-phases. Je ne vais pas les passer en vue, hein, elles sont à l'écran. Simplement préciser, ce qui est vraiment important dans le cycle de vie, c'est d'être le plus précis possible. Plus on va être précis, plus on va pouvoir évaluer l'impact, le coût écologique finalement, de notre comportement à chaque phase du cycle de vie d'un bâtiment. Tout ça, pourquoi finalement? Pourquoi est-ce que c'est important de bien maîtriser ce concept de cycle de vie? Parce qu'en réalité, on va devoir appliquer les principes de la circularité tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. On ne peut pas se poser simplement la question, tiens, quelle est l'économie de chauffage, quelle est l'économie d'énergie que je vais réaliser si je remplace mon simple vitrage par du triple vitrage? Ça, on se pose simplement la question de l'impact environnemental au moment d'une seule phase du cycle de vie de mon bâtiment. Il faut aussi se poser la question, quel est le coût environnemental de la fabrication de ce vitrage? Quel est le coût environnemental de l'acheminement de ce vitrage jusqu'à mon chantier? Quel sera le coût du recyclage, du démontage de ce vitrage quand il ne sera plus opérationnel? Et donc, c'est seulement en appréhendant toutes les phases du cycle de vie d'un bâtiment et l'impact environnemental de mon comportement à chaque phase que je vais pouvoir bien appréhender le coût environnemental total de mon comportement. Et donc, l'outil pour ce faire, c'est l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation multicritère, de nouveau, prendre en compte tous les critères, qui mesure les impacts environnementaux d'un produit en adoptant une vision globale de son cycle de vie. Donc, en envisageant chaque étape, chaque phase de son cycle de vie. Analyser le cycle de vie d'un produit, ça permet de se rendre compte de la pression qu'il exerce sur les ressources et l'environnement. Et cela permet ensuite, surtout, d'étudier les alternatives. On va poser plusieurs scénarios et voir parmi les différents scénarios, les différentes alternatives, laquelle a le coût environnemental le moins important et se diriger vers cette solution. Alors, quelques illustrations. Hein. Un produit finalement qui va obtenir un bon résultat lors d'une analyse de cycle de vie, c'est un produit qui, aussi bien lors de sa fabrication, mais aussi lors de son utilisation et de son élimination, utilise peu de ressources naturelles. C'est un produit qui, lors de sa fabrication, utilise des sources naturelles renouvelables ou des produits recyclés ou même réemployés. C'est un produit qui, lors de sa fabrication, mais aussi de nouveau de son utilisation et de son élimination, va générer peu de déchets, peu de pollution. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'envisager tous les critères à chaque phase du cycle de vie de mon bâtiment. Alors, concevoir un projet immobilier circulaire, finalement. Je vais passer ceci, je n'ai pas besoin de vous définir, vous verrez la définition de ce qu'est un bâtiment circulaire. Mais comment concevoir un bâtiment circulaire?
Concevoir un bâtiment circulaire, en réalité, c'est appliquer à votre projet de conception d'un bâtiment tous les concepts que je viens d'exposer. Ici, j'ai choisi assez arbitrairement de les distinguer en 5 catégories. Ça pourrait être différent. L'idée, c'est vraiment de passer en revue tous les concepts qu'on vient de voir et de se poser la question, quel sera l'impact de ces concepts si je les mets en œuvre sur mon projet? Alors, le premier, ce serait concevoir un bâtiment flexible et évolutif, permettant de répondre à l'évolution des besoins futurs, en évaluant le potentiel d'expansion et en envisageant les possibilités de reconversion de mon bâtiment. Donc ça se réfère au principe, au concept de réversibilité spatiale. Deuxièmement, c'est concevoir un bâtiment afin de faciliter son démontage en matériaux, produits, composants. Envisager qu'est-ce qui va pouvoir être récupéré, réemployé, sans endommager les autres matériaux, les autres parties du bâtiment. On est plus sur le concept alors de réversibilité technique. Troisièmement, c'est concevoir un bâtiment afin de faciliter son entretien et sa maintenance, notamment par exemple en permettant l'accessibilité des équipements techniques. Il n'est plus question, comme ça se faisait à une certaine époque, d'aller replâtrer par-dessus des câbles électriques, etc. On va rendre toutes les gaines techniques, etc., accessibles à tout moment. On ne doit pas démolir, on ne doit pas démonter pour accéder aux équipements techniques. C'est enfin, quatrième point, choisir des matériaux adaptés à leur usage et à leur contexte, premièrement, durables et avec une bonne performance énergétique, deuxièmement, et ensuite en privilégiant des matériaux issus du réemploi ou du recyclage. Donc, étape très importante, choisir ces matériaux. Et cinquièmement, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, organiser une réflexion avec l'ensemble des intervenants dès le début du projet, en amont du projet, lors du suivi des travaux et surtout assurer le transfert et le partage de l'information. Ça, c'est l'aspect gestion des données, très important. C'est pas tout de placer des matériaux durables, il faut savoir les identifier, savoir qu'ils sont là. C'est pas tout de conserver en bon état des matériaux qu'on démonte, qu'on extrait de notre bâtiment en fin de vie. Il faut encore savoir les mettre sur le bon marché pour qu'ils puissent effectivement être réutilisés. Alors, j'en viens finalement à la partie la plus concrète et la plus peut-être un peu juridique, même si j'ai déjà averti, hein, la conception, c'est quelque chose qui appartient plus aux métiers techniques plutôt qu'aux métiers juridiques. Comment favoriser les projets immobiliers circulaires? J'ai essayé de nouveau, on aime bien faire des catégories, de catégoriser tout ça en 5 points. La première catégorie, ce serait les outils d'analyse et de gestion. Donc, c'est des outils de nature technique qui sont facultatifs en fait. Ensuite, c'est la catégorie cadre normatif, je vais dire. Il y a les normes de produits et il y a les labels. Ensuite, vous avez le cadre législatif et réglementaire. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est assez maigre en matière de conception circulaire à ce stade-ci. Il est un peu plus fourni pour les phases de construction et de fin de vie. Ensuite, finalement, une catégorie qui vient au secours du fait que le cadre législatif ne soit pas très fourni, c'est les pratiques contractuelles. On va pouvoir pallier au cadre législatif et réglementaire quasi inexistant en insérant des obligations dans les contrats. Et enfin, la cinquième catégorie, c'est un peu le pendant des pratiques contractuelles, mais en matière de marché public pour les contrats publics et les commandes publiques. Alors, les outils d'analyse et de gestion, il y en a plein. Je ne vais pas les passer tous en revue, simplement, je voulais insister sur 2 outils particuliers, l'outil de Totem et les passeports matériaux. Il me semble que c'est ceux qui méritent le plus d'être présentés à ce jour. L'outil Totem, c'est un outil d'analyse de l'impact environnemental des matériaux de construction. Donc, c'est un outil qui a été développé par les 3 régions, qui est accessible dans 4 langues et qui est totalement gratuit. Donc, cet outil a pour ambition de permettre d'identifier et de limiter les impacts environnementaux du bâtiment dès la phase de conception du projet. Plutôt que d'expliquer longuement ce que c'est l'outil Totem, je vais simplement donner un exemple. Un exemple, de nouveau, je reprécise ma réserve que j'ai déjà émise à plusieurs reprises. On est des juristes,
On n'est pas architecte, on n'est pas ingénieur. Simplement, ici, l'exemple, il a vocation à illustrer ce qu'est l'outil Totem. Il n'a pas du tout vocation à vous expliquer en long et en large comment ça fonctionne, ni à vous apprendre à l'utiliser vous-même. Par contre, si vous allez sur le site internet de Totem, vous verrez qu'il y a énormément de vidéos explicatives, des tutoriels, et donc je vous invite vraiment à y jeter un œil, c'est très intéressant et ça peut être très utile. Donc simplement mon exemple, c'est on va dans l'outil Totem et on va encoder 3 scénarios de rénovation. J'ai une rénovation, je veux rénover mon mur et j'hésite entre 3 solutions. Les 3 solutions, c'est soit une rénovation légère, j'ai un mur creux qui existe, existant avec A, et je veux placer une nouvelle isolation dans le mur creux. Ça, c'est mon premier scénario. Deuxième scénario, j'envisagerais peut-être une rénovation lourde. Je vais démolir le parement existant, mais j'ajoute une nouvelle isolation et ensuite un nouveau parement puisque j'ai démoli le parement existant. Ensuite, une reconstruction. J'ai un nouveau mur creux, totalement nouveau, et une nouvelle isolation. Je vais rentrer toutes ces données, entrer les matériaux que je vais utiliser, le type de rénovation, etc., dans l'outil Totem. Et l'outil Totem va me montrer le résultat en termes d'impact environnementaux de chaque scénario. Donc ici, vous voyez sur ce graphique-ci les 3 scénarios, rénovation légère, rénovation lourde, reconstruction, comparés à la situation où on maintient ce qui est existant. Et on voit, première information, que c'est intéressant dans tous les cas de rénover. Parce que les 3 scénarios de rénovation ont moins d'impact environnemental que le maintien de l'existant. Et de nouveau, Totem fait une analyse de cycle de vie. Il va considérer tous les éléments tout au long du cycle de vie des matériaux. Ensuite, pour comparer les différents scénarios, vous voyez que le bleu et le vert, en réalité, c'est l'impact environnemental en termes d'économie d'énergie. Et le jaune, c'est l'impact environnemental en termes de placement de nouveaux matériaux. Alors, vous voyez, quand on est sur une rénovation légère, on n'a pas beaucoup de matériaux neufs entrants. Mais par contre, l'économie d'énergie est limitée. Et donc, vous avez un impact environnemental qui est quand même pas terrible. Une rénovation lourde, vous allez avoir beaucoup de matériaux entrants qui vont avoir un gros impact au niveau environnemental, mais l'économie d'énergie qui est réalisée va venir fortement compenser ça et va donc se montrer, en final, le bilan total, plus avantageux qu'une rénovation légère. Ensuite, si vous reconstruisez tout, eh bien, par rapport à une rénovation lourde, vous n'avez pas tellement une grande économie d'énergie. Par contre, l'impact des matériaux nouveaux entrants va être beaucoup plus important et donc vous avez un impact plus important au total que la rénovation lourde. Et donc Totem va vous montrer, va vous prouver que dans ce cas de figure, le scénario à envisager, c'est la rénovation lourde. C'est ce qui est le plus avantageux sur le plan environnemental. Alors, le deuxième outil que je voulais vous présenter, ce sont les passeports matériaux. Passeport matériaux, ça se définit comment? Un passeport matériaux, c'est un ensemble de données digitales décrivant des caractéristiques des matériaux en mettant l'accent sur les valeurs d'utilisation, de récupération et de réutilisation. Donc, un passeport matériaux, c'est simplement, comme son nom l'indique, un passeport. On encode les données de chaque matériau. Ça, c'est très bien. Un passeport matériaux, finalement, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est pas disponible. Donc, le concept de passeport matériaux, il est indissociablement lié de la disponibilité et de la pertinence des données qu'on va y retrouver. Il faut absolument que toutes ces données soient enregistrées et disponibles pour les personnes qui ont besoin de cette information. Et donc, c'est ça le concept d'un passeport matériaux, finalement, c'est enregistrer, localiser des matériaux et rendre tout ça disponible. Alors, on ne peut pas parler des passeports matériaux sans parler du projet Madaster, qui est en réalité, en 2017, une fondation néerlandaise à but non lucratif, même si c'est payant, c'est quand même important de le préciser, qui a créé un cadastre des matériaux. Ce cadastre des matériaux, c'est vraiment donc un passeport matériaux pour chaque projet, pour chaque matériau qu'on peut retrouver, et surtout, c'est accessible à tous et c'est répertorié et surtout encore, on précise à chaque fois la localisation des matériaux.
Donc, c'est une vraie source d'information et il faut encourager la généralisation de l'utilisation de ce type d'outils pour mettre en œuvre l'économie circulaire, savoir où quel type de matériaux se trouve et comment est-ce qu'on peut les rendre disponibles. Un exemple concret où les passeports matériaux ont été utilisés, c'est le projet Multi de nouveau à Bruxelles, hein, qui est la rénovation de la tour Philips dans le quartier nord de nouveau. Et ce projet, en réalité, c'est le premier projet de rénovation en Belgique qui a reçu un passeport Madaster pour l'ensemble du projet. Donc, tous les matériaux qui ont été implémentés dans ce projet sont aujourd'hui enregistrés dans le cadastre de matériaux Madaster et ils sont disponibles pour consultation. Alors, deuxième grande catégorie, dans ce qu'on appelle le cadre, ce que je vais appeler le cadre normatif, c'est les normes de produits et les labels. Alors, des normes, il y en a énormément, mais il n'y en a pas encore à proprement parler qui visent expressément uniquement le caractère circulaire. Toutefois, je pense qu'il est important de préciser que le Comité européen de normalisation, hein, CEN, a créé un sous-comité technique en 2021 qui s'appelle Circular Economy in the Construction Sector, qui a pour mission, en réalité, de spécifier les principes, les exigences et les lignes directrices pour faciliter la transition vers une économie circulaire plus durable. Et donc, sous l'égide de ce sous-comité, on va très certainement voir dans les années à venir énormément de normes qui vont être créées et qui permettront, soit sur base volontaire ou si elles sont rendues contraignantes par la réglementation, de se diriger vers un projet plus ou moins circulaire en fonction de si on respecte ou non ces normes. À côté des normes, vous avez des labels. De plus en plus d'investisseurs aujourd'hui ne veulent investir dans un projet immobilier que s'il a un label environnemental. Donc, il y a énormément de labels aussi. Je cite les plus connus, hein, BREEAM, HQE, LEED, BCA. Donc, tous ces labels qui existent finalement sont des labels qu'on peut étiqueter de environnementaux, mais qui ne sont pas exclusivement dédiés au caractère circulaire ou non d'un bâtiment. Ça viendra sûrement par la suite. Il y a des labels sûrement qui vont se spécialiser dans la circularité à proprement parler et pas uniquement dans le caractère durable ou non d'un bâtiment. Alors, je prends l'exemple le plus connu finalement, hein, le label BREEAM, qui est la méthode d'évaluation environnementale des bâtiments la plus répandue dans le monde. 115 000 bâtiments qui sont certifiés. De nouveau, hein, certains investisseurs exigent un label BREEAM pour investir dans le projet. Et ce label BREEAM, finalement, il ne va pas établir la circularité d'un projet, mais la durabilité d'un bâtiment sur base de critères répartis dans 10 catégories. Et quand on regarde ces catégories, on se rend compte qu'indirectement, la circularité est quand même prise en compte. Parmi ces catégories, on a l'énergie, les matériaux, le transport, le recyclage. Tout ça, ce sont des concepts qui, si on crée un label sur la circularité, seront pris en compte également de façon identique. Alors, le cadre législatif et réglementaire. Je l'ai déjà dit, je le répète, à ce stade-ci, donc à ce stade-ci dans deux sens du terme, hein, au stade de la conception d'un projet, mais aussi à ce jour, à cette époque, il n'y a pas grand-chose encore comme cadre législatif et réglementaire pour promouvoir la circularité au niveau belge et wallon. On peut, par contre, anticiper, et d'ailleurs, les 3 points dont je vais vous parler ici, ils sont cités dans la stratégie Circular Wallonia, stratégie pour l'économie circulaire de la région wallonne. 3 aspects, à mon avis, qui sont les aspects qui devront être creusés en priorité par le législateur et le gouvernement wallon pour encourager la circularité. Premier aspect, c'est un aspect qui est plus contrainte. Pour promouvoir l'économie circulaire, on peut contraindre les opérateurs économiques, par exemple, en imposant des normes pour les matériaux de construction. Donc, il y a des normes sur base volontaire, on pourrait les rendre contraignantes en légiférant, en imposant, par exemple, des exigences en matière de recyclage et de réutilisation des matériaux de construction. Alors, il y a déjà beaucoup de contraintes à cet égard
quand on considère la fin de vie d'un bâtiment. Il y a une législation sur les déchets et sur les terres excavées en Wallonie qui est assez prolifique. Par contre, au stade de la conception, ça n'existe pas encore vraiment. Et donc, on pourrait exiger, dès le stade de la conception, des quantités minimum de matériaux recyclés, réutilisés, etc. Le deuxième aspect, c'est un aspect plus encourager ou dissuader, c'est la fiscalité. La fiscalité pourrait être utilisée pour encourager l'adoption de pratiques de construction circulaire. Par exemple, l'aspect encourager, des incitations fiscales qui peuvent être offertes aux entreprises qui utilisent des matériaux recyclés ou, plus généralement, qui adoptent des pratiques de construction durable. Il y a un aspect plus dissuadé, on pourrait venir imposer, taxer certains comportements qui sont contraires à la logique de l'économie circulaire. Enfin, le troisième point, là on est vraiment dans une logique par contre d'encourager uniquement, pas dissuader, ce serait revoir ou tout simplement compléter les mécanismes d'aide et de financement des entreprises en région wallonne. Il y en a déjà beaucoup, il faudrait simplement les adapter pour renforcer le caractère économie circulaire de ces aides. Prévoir des aides pour les entreprises qui ont des pratiques favorables à l'économie circulaire. Donc ça, ce serait à mon avis, quand on lit la documentation stratégique à ce stade-ci, c'est vers ces trois types de mesures qu'on se dirige au niveau législatif et réglementaire. Alors, de nouveau, hein, j'insiste bien, on est toujours au stade de la conception d'un projet. Tant qu'on n'a pas un cadre législatif et réglementaire un peu plus complet, eh bien, on peut compenser en prévoyant, en rédigeant des contrats qui contiennent des mesures favorables à l'économie circulaire. J'ai mis quelques exemples ici. Par exemple, une clause sur les matériaux durables. Donc, on pourrait exiger contractuellement que les matériaux utilisés dans la construction soient sélectionnés en fonction de leur durabilité, de leur impact environnemental, ou plutôt imposer, voilà, X pourcentage de matériaux recyclés ou réemployés. Autre exemple, une clause sur l'utilisation de l'énergie renouvelable, qui imposerait l'utilisation d'énergie renouvelable dans un projet, énergie solaire, énergie éolienne, etc. Ou également des matériaux qui ont été construits avec l'utilisation d'une énergie renouvelable. Troisième exemple, une clause sur la réutilisation ou le recyclage des matériaux, qui va imposer que les matériaux qu'on utilise ou aussi qu'on extrait soient issus ou placés sur le marché du réemploi ou du recyclage. Enfin, on peut, encore un exemple, hein, il y en a potentiellement beaucoup d'autres, une clause sur l'évaluation environnementale. On peut prévoir, imposer, ici pas vraiment à son entrepreneur, mais plutôt à son architecte, à son bureau d'études, qu'il y ait une phase préalable à la conception du projet qui consiste exclusivement à envisager les différents scénarios et à proposer la solution qui soit la moins impactante sur le plan environnemental. Donc, on peut adapter ces contrats pour les rendre plus circulaires. En marché public, on a un peu plus de liberté. On a un peu plus de liberté parce que finalement, le pouvoir adjudicateur, c'est une autorité administrative qui a pour mission, c'est sa mission, c'est pas uniquement comme une société privée de faire gagner de l'argent à ses actionnaires, mais qui a une mission d'intérêt général. Et donc, on peut être un peu plus créatif, on peut être un peu plus poussé au niveau des clauses qu'on prévoit. On peut évidemment prévoir les mêmes, celles que je viens d'exposer dans le cadre de marché privé, mais on peut aussi aller un peu plus loin. Par exemple, une clause sur la formation qui obligerait l'adjudicateur à fournir une formation à ses travailleurs sur le principe de l'économie circulaire, ou même qui imposerait que les travailleurs soient formés, que uniquement les travailleurs formés à l'utilisation de matériaux durables et à l'économie circulaire puissent travailler sur le chantier. Donc voilà, on peut aller un peu plus loin dans cette conception. Voilà. J'en ai terminé ici. J'en profite pour vous préciser de nouveau que ce webinaire, en réalité, était consacré à la première phase d'une construction, qui est la conception d'un projet immobilier. La conception, je répète de nouveau, c'est le moment où intervient finalement le moins un juriste, et donc on a des aspects juridiques qui sont moins poussés. On verra pour ceux que ça intéresse et qui nous rejoindront au prochain webinaire le 30 mai que
dans le cadre de la construction d'un projet immobilier, vraiment l'exécution de ce projet, eh bien, on peut être beaucoup plus prolifique au niveau juridique, on peut être beaucoup plus créatif au niveau juridique pour vraiment alors encourager l'économie circulaire par des mécanismes contractuels, non seulement des clauses contractuelles, mais aussi des structures contractuelles. On va pouvoir se diriger vers choisir un contrat plutôt qu'un autre pour encourager, on vous expliquera tout ça à la prochaine séance. Je vous remercie et n'oubliez pas que si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser via le chat et on y répondra par email sans problème et sans délai. Je vous remercie.